Alors, le 15 décembre 2016, c'est-à-dire 15 ans après son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne a refusé d'octroyer à la Chine le statut d'économie de marché. Pour Pékin, il s'agit d'un protectionnisme déguisé. Quel est votre point de vue sur la question? Oui, bah, donc, ouais, bon, par exemple, je faillis parler en anglais. En fait. Euh, Est-ce que on va pas parler des aspects politiques de ces problèmes, c'est l'aspect juridique de ces OMC, puisque au moment où la Chine a signé ce protocole d'adhésion Il y a à 15 ans? OMC, euh, il y a deux articles. Donc, toutes les donc questions sont focalisées sur ces deux articles en disant est-ce que la statut d'économie de marché est automatique ou alors ce ne serait pas automatique si il n'est pas rempli certaines conditions. C'est ça. Donc, je pense que le gouvernement chinois est en train de lancer une procédure de plainte à OMC pour que OMC confirme que c'est bien automatique la statut d'économie de marché. Bon, ça c'est le premier. Donc, Premier côté OMC. Voilà. D'un autre côté, l'Union européenne a aussi changé leur règlement en disant peut-être au cas où l'Union européenne perd le procès à OMC, ils peuvent quand même utiliser leur loi, disons, locale, nationale, pour ne pas donner, traiter la Chine comme économie de marché. Donc, là, je pense que la Chine a vu mauvais œil en disant que c'est pas très honnête, vous allez faire ce genre de manœuvre. En fait. Et qu'est-ce que vous en pensez alors? Moi, économie de marché, c'est important et c'est pas très important. Ah bon? Et pourtant, Oui, avoir le... c'est économie de marché uniquement important en ce qui concerne le droit anti-dumping. Donc, au moment où il y a une procédure de anti-dumping lancée par l'Union européenne contre un produit, C'est ça. c'est là économie de marché important puisque on va choisir un pays analogue pour voir le coût de production En effet. des sociétés chinoises. C'est Donc, ça. si on a économie de marché, le coût de production en Chine serait pris en considération. Mais si ce n'est pas économie de marché, il va choisir un pays tiers pour calculer le coût de production. En effet. C'est simplement la droit anti-dumping qui a un impact de société, d'économie de marché ou pas. Mais pour tous les autres, il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, tout le monde sait que anti-dumping, procédure anti-dumping, n'est pas forcément une mesure très efficace. Par exemple, si il lance une procédure en Chine pour un produit spécifique, ça n'empêche pas qu'une société indonésie ou vietnamienne ou indienne qui continue à importer des produits en Europe, puisqu'il n'est pas soumis à cette procédure anti-dumping. Donc, avec sociétés chinoises qui sont devenues de plus en plus internationales, il y a des usines partout. Donc, si vous faites un procès contre la Chine, OK, bon, tout ce qui est en provenance de la Chine, c'est concerné, mais tout ce qui est donc l'usine partout dans le monde, c'est pas concerné. Mais il n'empêche que l'Union européenne reste quand même le premier partenaire commercial de la Chine. C'est en ce sens-là que le droit anti-dumping est important, non? Ben, il n'y a pas tellement de procédures. Il y a, je dirais, avant mon retour en Chine, dans les fin 80 au début 90, il y a plein de procédures anti-dumping contre les produits chinois. Moi, je fais une vingtaine de procès pour les sociétés chinoises. Et maintenant, je pense que l'Union européenne aux États-Unis a rendu compte que c'est pas vraiment très efficace. Donc, il y a toujours des procédures, mais beaucoup moindres, je dirais.
Donc, je ne suis pas très pessimiste au cas où la Chine n'arrive pas à accrocher ce statut d'économie de marché. Dernièrement, Donald Trump a déclaré la guerre commerciale contre la Chine. Alors, quelle est votre analyse de cette, on va dire, situation? Oui. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Bien sûr, essentiellement. Hein. Voilà, donc il se dit que il sait bien comment négocier. Donc c'est pour ça qu'il a mis un fardeau sur la Chine pour essayer d'accrocher les compromis de la Chine. Donc, mais je pense que cette guerre commerciale, c'est important puisque la Chine ne voulait pas entrer dans la guerre commerciale. La Chine a tout fait pour éviter cette guerre. Hein, voilà, et pourtant, et il y a un mois quelques, quand je passais à la télévision de Bloomberg, moi j'ai prévu en disant que si les États-Unis lançaient une guerre commerciale, je pense la réaction de la Chine serait très modérée, ce qui est le cas maintenant. Et on sait bien qu'après quelques jours, le lancement de cette guerre commerciale, la Chine a déjà noué les dialogues discrètement pour essayer d'éviter cette guerre. Donc, il faut dire également que côté Chine, il y a des choses qu'on n'est pas fait d'une manière très satisfaisante. Donc, il y a des... Lesquels, par exemple? Par exemple, au moment où, il y a 15 ans, la Chine est entrée dans la OMC, il y a beaucoup de concessions qui étaient bien, disons, que la Chine a bien donné à tous les membres de l'OMC, mais la mise en œuvre n'est pas été faite d'une manière très satisfaisante. Donc, il y a des retards accumulés. Je pense que côté chinois, c'est ça? Côté chinois. Voilà. Donc, du coup, il y a quelques fondements de cette lancement de cette guerre. C'était source de problèmes. Hein? Voilà, c'est ça. D'où cette guerre commerciale contre la Chine. Et d'autre part, il dit que la Chine n'a pas bien protégé la propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est aussi, c'est pour ça que les États-Unis ont utilisé section 301 pour justement avoir une pénalité vis-à-vis des produits chinois. La Chine a fait énormément de progrès dans le domaine de la protection de propriété intellectuelle. Énormément, mais jamais vraiment totalement satisfaisant. Donc, il y a toujours des choses qu'avec différentes autorités, on n'a pas fait d'une manière très radicale. Donc, il y a cette faiblesse de protection a fait que, justement, on doit rectifier cette situation pour éviter cette guerre commerciale. Donc, je pense que certaines concessions devraient être faites par le gouvernement chinois pour justement éviter cette guerre. Puisque la guerre, ça va... puisque ça ne profite à personne de toute façon. Tous les réserves de devises étrangères de la Chine depuis ces 30 ans, c'est puisqu'il y a une surplus commerciale avec les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est un marché pour les Chinois le plus important, même plus important que l'Union européenne. Donc il n'y a pas de raison que cette guerre justement va aggraver la situation, puisqu'il y aura l'impact catastrophique pour l'employé, pour les provinces dans le sud de la Chine, puisque toutes ces provinces-là, il y a plein de
plein de gens travaillent dans les justement exports. Donc, si jamais on fermait la porte d'export aux États-Unis, il y aura plein de chômage, je pense. Dernière question. On sait que les sociétés étrangères font beaucoup de reproches à la Chine. Parmi ces reproches, il y a par exemple l'obligation pour des compagnies étrangères de créer des joint ventures avec des partenaires chinois, l'utilisation de procédures de licenciement discriminatoires, des restrictions aux investissements, l'espionnage informatique au profit des entreprises chinoises. Est-ce que, à votre avis, ces reproches sont fondés? On dit de bonnes nouvelles de jamais circuler. Et de mauvaises nouvelles, ça circule toujours très vite. Très vite. Donc, bien sûr, il y a des cas dans le passé. Donc, par exemple, la création de sociétés mixtes entre Chinois et étrangers. Dans plein de secteurs, ce n'est pas obligatoire. On peut faire 100% depuis longtemps. Donc, sauf dans certaines activités telles que bancaires, d'assurance, etc., là, il est obligatoire de créer des sociétés mixtes. Et donc, il faut regarder de près, est-ce que mon projet d'investissement en Chine, est-ce que on doit créer une joint venture ou c'est pas nécessaire? Donc ça, il faut regarder ça. Et tandis qu'avant, c'était obligatoire pour tous les secteurs. Dans les années 80. Dans les années 80, surtout. Ça. Après, ça a libéré. Donc la Chine a toujours, disons, une méthode d'entreprendre en disant on va commencer doucement. Donc c'est pas si on peut vraiment l'ouvrir totalement tous les secteurs aux étrangers, donc il faut commencer petit à petit. Ouais. Donc c'est une ouverture progressive. Tout à fait. Et dans certains autres secteurs, c'est vrai qu'on est obligé de créer une joint venture. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut être majoritaire ou la société chinoise doit être majoritaire? Donc là, il faut également regarder au cas par cas. Donc, sur l'espionnage industriel, tout ça. Informatique. Ça existe en Chine, ça existe également dans d'autres pays. Donc, c'est pas un phénomène purement spécifique à la Chine. Voilà, tout à fait. Donc, il faut prendre des précautions nécessaires pour bien protéger les savoir-faire et les propriétés intellectuelles. Donc ça, je pense qu'il y a des méthodes contractuelles qui peuvent essayer d'éviter ce genre de, disons, espionnage industriel. Merci Trao Jingzhou d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci.